Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Maurice Kibangou, économiste. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Corridon, consultant en stratégie, et notre éditorialiste Lucien Pambou. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. L'Afrique dispose de 60% de terres arables au monde. La formation professionnelle s'avère être une nécessité pour les États, pour les exploiter, en vue notamment l'autosuffisance alimentaire et le défi de la transformation agricole. Un reportage de Narcisse Doumbé et Cherelio Atawema, nos correspondants au Cameroun et au Bénin. Des cours d'eau à profusion, des sols fertiles. Avec ses atouts naturels, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour accroître sa productivité agricole et assurer sa sécurité alimentaire. Ces dernières années, le secteur agricole s'est imposé comme étant un facteur essentiel de la croissance économique. Plus de 63% de la population africaine vit de l'agriculture. Une agriculture de subsistance à petite échelle dans plusieurs pays qui pourrait se développer grâce à un élément capital, la formation professionnelle. Quel est le rôle de la formation professionnelle dans le développement du secteur agricole? Quelle politique est mise en œuvre dans les pays africains pour assurer la formation des acteurs du secteur agricole? La formation professionnelle au métier agricole s'est développée ces dernières années en Afrique. Certains pays comme le Bénin ont inscrit au rang de priorité le développement du secteur agricole. L'agriculture représente plus de 37% du PIB du Bénin, qui s'est fixé comme objectif d'atteindre une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. Le pari de la transformation agricole repose entre autres sur la formation. Ces 5 dernières années, plusieurs centres techniques agricoles ont été mis en place à travers le pays pour répondre à ces objectifs. Créé depuis 1970, le lycée agricole Mendy de Sékou, l'AMS, est le premier centre professionnel agricole du Bénin qui accueille chaque année près de 1500 étudiants. Il initie les apprenants au métier agricole. C'est un cadre de perfectionnement pour les entrepreneurs. Je suis apprenant en cours continu. C'est un peu comme nous sommes déjà sur le terrain, on exerce le métier. Maintenant, pour avoir plus de performance et encore un diplôme supérieur, nous sommes inscrits en CFC, cellule de formation continue. Moi particulièrement, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'agriculture. C'est une passion pour moi parce que je pense qu'à travers l'entrepreneuriat agricole, on peut vraiment résoudre le problème du chômage ou du sous-emploi qui existe sur le terrain actuellement. Les cours dispensés sont orientés sur une étude des variétés agricoles adaptées aux contraintes qu'impose la nature des sols en Afrique pour favoriser un bon rendement. Ces formations préparent entre autres à la création d'entreprises et donnent une maîtrise du processus de transformation agricole. Ce que nous apprenons en production végétale, nous faisons de l'agriculture spéciale, nous étudions les plants par plants. Les plants, chaque plant, on prend le maïs, le cacao, le café, le manioc, c'est juste pour donner des exemples. Nous faisons l'agriculture générale, nous faisons l'horticulture. Les débouchés en production végétale, ils ont la possibilité de s'installer à leur propre compte et de devenir des entrepreneurs agricoles. Ils peuvent conduire des fermes, ils peuvent être des prestataires de services. Et là, ils ont la possibilité de faire des céréales, des tubercules et racines et aussi des plantations. 6 filières de formation sont proposées. Elles tiennent compte de la production agricole à la base ainsi que des techniques de transformation des produits vivriers. Nous avons 6 secteurs de formation. Premièrement, nous avons la PV, la production végétale, et ensuite la foresterie. Au niveau de ces 2 secteurs, nous avons les acteurs de la révolution verte, nutrition et technologie alimentaire. 5e secteur, ceux-là ont choisi de nourrir l'humanité sans l'empoisonner. Et pour finir, nous avons aménagement et équipement rural. Le lycée de Sékou, une référence dans la sous-région, enregistre chaque année plus de 3000 candidatures. Des fonctionnaires de l'État y suivent des cours de renforcement sur une durée de 6 mois. Cette forte orientation vers les métiers agricoles se justifie par le développement de l'agriculture au Bénin. Depuis 2008, un plan de relance du secteur agricole axé sur la diversification et la mécanisation de l'agriculture a été mis en œuvre. Nous voulons, à partir de notre agriculture au Bénin, résoudre le problème de la pauvreté en touchant directement les petites exploitations familiales, en faisant de la diversification et en mettant l'accent sur la promotion des filières qui
intéresse ces petites exploitations familiales. Les communautés rurales bénéficient également de formations aux métiers agricoles. Des modules de cours sont organisés pour qu'ils aient une meilleure connaissance des produits cultivés. Nous avons un vaste programme pour les producteurs et pour ceux qui veulent s'inscrire en entrepreneuriat. Le Bénin travaille aujourd'hui pour que les paysans, les producteurs, les chefs d'exploitation puissent, à travers les filières promues, produire suffisamment pour assurer la sécurité alimentaire et de la famille et de la grande nation, le Bénin. Un autre modèle sur le continent, c'est l'exemple du Cameroun qui a aussi fait de la formation un pilier de la relance agricole. L'agriculture camerounaise constitue plus de la moitié des recettes d'exportation non pétrolières et emploie environ 60% de la population active. Pour accompagner cette politique, le projet d'amélioration de la compétitivité agricole a été lancé. D'un montant de 60 millions de dollars, il vise l'accroissement de la productivité agricole à travers la culture du riz et du maïs et compte aider plus de 20 000 entrepreneurs locaux. Par cette aide, le Cameroun veut amener les populations rurales à se départir de la culture à petite échelle et envisage de créer une forte industrie agricole par la formation des paysans. L'agriculture de deuxième génération, c'est l'élément force. C'est-à-dire qu'on va sortir l'agriculture avec des produits vendus bord champ à l'agriculture qui va produire, transformer, stocker, commercialiser. C'est-à-dire aller du champ à la fourchette pour que, évidemment, on puisse mettre plus de valeur dans les produits qui sont créés au Cameroun aujourd'hui. Des pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont fait d'importantes avancées dans ce domaine et développent davantage le système de formation en milieu rural. Le développement agricole de l'Afrique fait face à plusieurs enjeux. La productivité des sols, du travail et la gestion de l'espace rural. Ces éléments sont étroitement liés à la formation professionnelle, gage de la croissance verte sur le continent. Petit tour de table pour voir les points qui ont retenu votre attention. Commençons avec vous, Maurice Kibangou. Moi, je pense qu'en ce qui concerne la formation professionnelle dans le domaine agricole, d'abord, il y a un élément très important. Il faut que l'on sache qu'elle ne doit pas être, au départ, dès le début, prise comme une fin en soi. Il doit d'abord s'inscrire dans un programme global de développement. Donc, ce qui se passe au Cameroun et ce qui se passe en Afrique du Sud, je pense que, bon, c'est des choses très intéressantes, mais il faut voir ce que ça peut apporter véritablement par rapport au développement global, de la politique globale de développement du Cameroun ou de ces pays-là. Et vous, voilà. Stéphane Corridon? Moi, je pense qu'il y a que les États aient pris vraiment à bras le corps d'investir dans l'agriculture est une bonne chose. Parce que c'est vrai que le continent, vous le rappelez très justement, il y a 60% des terres qui sont non cultivées. Je crois qu'il y a à peu près 40% de terres arables, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et je crois que le continent devient vraiment une région clé pour pouvoir nourrir la population. Mais je crois qu'il faut aussi regarder l'entrepreneuriat, à mon avis, sur un autre angle. Parce qu'on a regardé là l'entrepreneuriat en disant, dans l'entrepreneuriat agricole, il y a agricole certainement, mais il y a aussi entrepreneuriat. Et je pense qu'il faut revenir aussi à ça, parce qu'un entrepreneur doit s'extraire aussi forcément un peu aussi des politiques. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est avant tout un individu, c'est un homme, c'est une femme qui a envie de s'investir, qui a envie de transformer une idée en projet, et puis d'un projet qui devienne rentable. Et je pense que votre reportage est très bien fait, parce qu'il montre clairement qu'il y a tout un volet sur la formation technique de l'agriculture, mais il y a aussi tout un volet sur la formation de l'homme en tant qu'entrepreneur. Et notamment sur le savoir-faire de cet entrepreneur, en tant que sur la commercialisation, sur la logistique. Et je pense qu'il y a aussi ce volet-là sur lequel il faut travailler profondément. Ouais. Et pour vous, l'auto-entrepreneuriat, c'est une stratégie efficace pour lutter contre le chômage ? C'en est une très certainement, parce que de toute façon, pour lutter contre le chômage, il faut des entreprises. Et à la base de l'entreprise, il y a quand même un entrepreneur. Donc si on n'a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de réduction du chômage. Donc ça me semble effectivement une nécessité d'ailleurs qui est critique et qui est fondamentale pour moi. Ouais. Lucien, quel état des lieux dressez-vous de la formation agricole en Afrique ? Je vais être moins enthousiaste que M. Corridon, effectivement. Il y a une sorte de décalage quand on regarde le dossier entre ce que dit par exemple M. Laurent Essimi Meigné, le ministre camerounais de l'Agriculture, et l'état réel en fait des problèmes. Il évoque en termes d'objectifs ce que doit être l'agriculture africaine. Or, en l'état actuel, le problème est posé sur 3 angles.
comment on réduit la pauvreté grâce à la sécurité alimentaire et comment on augmente la productivité grâce à l'agriculture et puis grâce à la formation. Sur ces trois éléments, il n'y a pas de réponse assez précise. Alors, il y a effectivement une tentative de réponse en disant effectivement les gouvernements doivent consacrer des budgets, mais on ne voit pas la méthode. Comment fait-on ? Comment on introduit des innovations frugales, c'est-à-dire des innovations qui tiennent compte du contexte local, à la fois pour former les gens, pour augmenter la productivité à un niveau important qui permette d'augmenter la production, et comment on sépare une agriculture vivrière d'une agriculture commerciale. Les questions restent posées. J'espère qu'on aura l'occasion d'apporter des réponses. Messieurs, pensez-vous comme Lucien que les États africains manquent de stratégie ? Je pense que les États africains manquent probablement de stratégie, mais je pense qu'il faut qu'on dépasse un peu ce débat. Parce qu'à chaque fois qu'on doit aborder des questions économiques et sociales, quand on parle de l'Afrique, on revient toujours sur l'État et le rôle du politique. Et je pense qu'on oublie qu'il y a dans tous les pays, il y a des organisations privées, il y a des entrepreneurs privés, des gens qui ont de l'argent, qui ont envie de développer, qui ont envie d'investir. Alors vous me direz certainement qu'il faut un cadre politique et un environnement qui soit favorable à l'investissement, je suis d'accord. Mais je crois que le rôle d'une entreprise, c'est aussi de s'adapter à son environnement. Et ça, dans tous les pays, dans tous les temps, ça a toujours été ça. C'est vrai que les contraintes environnementales du continent africain sont ce qu'elles sont. C'est difficile, c'est vrai, mais ça fait partie de l'environnement. Et l'entreprise doit aussi s'adapter à ça. Et on ne va pas me faire croire, mais c'est vrai que j'ai un enthousiasme certain sur la question, mais on ne va pas me faire croire qu'il y a des entrepreneurs qui n'y arrivent pas. C'est pas vrai. Il y en a qui réussissent. C'est difficile, certes, mais il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent parce qu'ils ont compris l'environnement, ils ont compris comment avancer, ils ont compris qu'est-ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils doivent faire. Et je crois qu'avant tout, et ça, je pense qu'il faut vraiment pas négliger ce point, le leadership de l'entrepreneur est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pour entreprendre, il faut une motivation certaine, ça c'est sûr, que ce soit en Afrique, mais également en France. Hein, c'est clair que ce que je tiens comme débat aujourd'hui ne s'applique pas forcément au continent africain. On a besoin d'entrepreneurs qui soient motivés, mais il ne faut pas décourager l'entrepreneur dans ses initiatives et l'accompagner le plus longtemps possible pour qu'il arrive à faire quelque chose. Et c'est pour ça que autant je vous rejoins sur l'aspect politique, autant je suis pas forcément en désaccord, mais je pense qu'il y a un propos à compléter sur le fait il faut qu'on dépasse vraiment l'aspect politique de ce genre de questions. Le privé aussi sa place dans le débat et peut faire des choses. Maurice Kibangou, qu'en pensez-vous? Le rôle moi, je vais apporter un petit bémol, parce que j'ai toujours remarqué qu'en en ce qui concerne les stratégies africaines, ils se disent qu'il suffit simplement que le privé mette pied dans un pays pour que tout change. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que en Afrique, nous avons par exemple les Chinois, ou par exemple le cas d'un pays comme le Congo, où une grande partie des terres arables ont été cédées aux Sud-Africains. Mais ceux-là, ils ne viennent pas pour pour combattre la malnutrition. Non, ils viennent pour produire des produits d'exportation, uniquement pour la commercialisation de ces produits-là. De même pour les Chinois. Les Chinois, si les Chinois investissent en Afrique dans le domaine agricole, c'est uniquement pour nourrir ou exporter ou nourrir les populations chinoises. Ça ne concerne pas les Africains. Et encore un élément important, je voudrais dire que je pense que ce qu'on doit mettre dans les programmes, c'est plutôt tenir compte des variables du terrain. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, et dans les formations professionnelles, ils se sont rendus compte qu'il y avait, par exemple, les jeunes qui avaient des doléances, qu'il fallait que les formations professionnelles dans le domaine agricole soient faites en langue locale. Et ça, je pense qu'il faut quand même en tenir compte pour que les choses, pour les adapter effectivement au contexte africain. Lucien, pour vous, sur quel point les autorités devraient-elles mettre leurs efforts? Monsieur Corridon, je ne suis pas en désaccord avec vous. On est d'accord, mais c'est sur la façon de dérouler le programme. Je suis d'accord pour, effectivement, même si M. Kibangou pense qu'il faut relativiser la place, et il a raison, il a expliqué pourquoi la place des secteurs privés, parce que quand on regarde, par exemple, des pays comme la Chine, les pays de l'Union européenne, utilisent les grandes terres arabes pour produire des biocarburants. Bien. Mais sur la stratégie, effectivement, des entreprises privées, oui, d'accord, complètement d'accord, dans la mesure où les fonctions publiques sont confrontées aujourd'hui à une faillite endémique, pour ne pas dire congénitale. Bien, donc il faut du secteur privé. Mais ce secteur privé-là ne peut en effet dérouler toute son action que s'il y a quelque part, un cadre réglementaire politique, en effet, souhaité et voulu par les autorités. Ça, c'est une première chose.
Il y a la deuxième chose, c'est le problème du financement. Et il y a la troisième chose, le problème de la formation. Je pense que le problème de la formation, on ne peut pas faire descendre le progrès technique comme ça du ciel et l'appliquer au contexte local africain. Il faut partir du local content. Le local, effectivement, le contexte local est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas intelligent tout seul. Quand on est dans une perspective privée, ça veut dire qu'il y a à l'extérieur du pays ou des pays africains, des gens qui ont réussi sur la manière de, traiter les sols, les intrants, la manière de produire. Bien, il faut donc établir des partenariats. Et là, cela implique effectivement l'accord politique des pouvoirs politiques, des partenariats qui permettent à la fois aux secteurs privés nationaux, et étrangers de pouvoir travailler ensemble. Il ne s'agit pas de créer un modèle nouveau de colonisation. Et j'ai ici en tête ce qu'a dit le président Obiang Nguema Bazogo qui parlait de la diversification. Pourquoi les étrangers doivent avoir 80% et les nationaux 20%? Il faut donc, sur le plan juridique, revenir sur ce type de contrat, voir comment, en effet, en profitant de l'expérience qui vient de l'étranger, les Africains peuvent, conduire la formation professionnelle, développer des métiers de l'agriculture. Parce qu'on dit souvent, oui, il suffit d'importer les machines, mais les machines, il ne suffit pas simplement des machines et de les faire utiliser, ça demande une technique, ça demande la maintenance, ça demande un certain nombre de choses. Donc, il y a en effet des éléments importants qu'il ne faut pas séparer. Tout à l'heure, vous avez l'impression de dire que je n'aimais pas le secteur privé. Au contraire, je pense que c'est l'avenir, mais alors un secteur privé intelligent. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire un secteur privé qui ne soit pas intelligent. Bien sûr. Mais je reviens sur ce mot de partenariat. C'est vrai, j'appartiens à un certain nombre d'initiatives qui visent justement à faire des partenariats. Mais je pense que le rôle d'une diaspora intelligente, d'un secteur privé avec une diaspora qui a envie de travailler est aussi important. On en parle finalement assez peu. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est quand même sur un marché qui est important. Il y a un marché qui est important. Il n'est pas normal, je lisais très récemment, qu'en 10 ans, on parle des transactions sur les terrains agricoles. En 10 ans, il s'est vendu l'équivalent de 200 millions d'hectares à des fonds souverains, etc. 200 millions d'hectares, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, c'est 8 fois le Royaume-Uni. C'est-à-dire que l'Afrique a perdu 8 fois le Royaume-Uni en termes de terres. C'est-à-dire que les Africains ne peuvent pas profiter de ça. Ça pose un problème. Donc maintenant, je pense que on peut faire des choses. Alors, les choses sont compliquées, mais si, encore une fois, ça demande un peu de solidarité de notre part, encore une fois, c'est un beau mot qui n'est pas vain, mais il s'agit effectivement de se donner la main pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, il y a de bonnes initiatives un peu partout. Je ne comprends pas qu'on ait on a des ingénieurs qui viennent de tous nos pays d'Afrique qui peuvent se donner la main pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà, on a besoin de plus de solidarité, plus d'entraide en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faire avancer les choses. On entend ça depuis très longtemps, vous savez très bien. Maintenant, il faut le faire, quoi. Je pense qu'il y a un moment donné, je pense qu'on peut analyser les choses en long, en large, en travers, et à un moment donné, il faut agir. Donc, si on ne fait rien, en tout cas, c'est la seule certitude que j'ai, c'est si on ne fait rien, on n'aura rien. Voilà. Alors, en parlant d'agissement, monsieur Maurice Kibangou, que pensez-vous de ce genre d'initiative qu'on a vu dans le reportage, la création d'un centre professionnel agricole au Bénin qui accueille chaque année près de 1500 étudiants? Oui, ça c'est une très bonne chose. Effectivement, il faut séparer là, en ce qui concerne les formations, entre les gens qui sont déjà en activité, donc les agriculteurs, qui veulent se former pour s'adapter aux nouvelles techniques, et les jeunes qui sont des futurs agriculteurs. Donc, dans tous les cas, il nous faut des centres comme ça, mais il faut voir comment est-ce que cela peut être agencé. Est-ce que, de un, ces centres sont-ils proches ou éloignés des lieux, donc je dis des lieux agricoles, ou est-ce qu'il faut qu'ils soient accolés à ces lieux agricoles? Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que dans ces centres de formation, il faut des techniciens, notamment qui sont déjà donc sur le terrain, qui connaissent le métier de l'agriculture, et puis aussi il faut qu'il y ait la disposition des intrants nécessaires pour que la formation se fasse dans les bonnes conditions. Et comment promouvoir ce secteur? Comment donner envie aux jeunes de quitter peut-être des filières générales pour aller vers des filières techniques? Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait déjà une politique globale au niveau de chaque État
de dire que l'agriculture, c'est l'avenir avant tout. Donc là, je pense, quand on peut prendre des pays comme des pays pétroliers, où on a délaissé carrément le métier de l'agriculture, puis ça se comprend, puisque, écoutez, il y a comment dirais-je, il y a le PIB, plutôt l'évolution du PIB qui est important, et tout le monde se détourne de l'agriculture pour aller vers le métier pétrolier. Donc ça, il faut qu'il y ait une politique gouvernementale qui va attirer les jeunes vers le métier de l'agriculture. Voilà. Effectivement, je rejoins monsieur sur la politique gouvernementale qui va inciter. Donc là, on parle plus d'attractivité, on parle d'image. On parle d'attractivité, on parle d'image. Mais je crois qu'il y a aussi, au-delà de la politique à mener, il y a aussi un rôle d'exemple à montrer. Et c'est ce qui manque un peu. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui en Afrique a envie de voir des exemples qui ont réussi et qui leur donnent envie d'aller. Il n'est pas normal qu'il y ait forcément que la jeunesse n'ait qu'envie d'aller être soit un athlète ou soit un chanteur. Il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si j'ai rien contre le chant et que j'ai rien contre le sport. Mais il faut montrer aussi des exemples de personnalités, d'entrepreneurs économiques, d'entrepreneurs agricoles qui montrent qu'ils ont réussi. Et c'est aussi la volonté que nous avons au sein des organisations dans lesquelles nous appartenons, c'est de montrer qu'il y a des entrepreneurs agricoles qui réussissent. Lucie, en quelques mots. Oui, en quelques mots. L'exemple, c'est quelque chose vraiment de stimulant. Il faut que les Africains comprennent que les Occidentaux, les Chinois, les autres pays ne voudront jamais que leur agriculture se développe, l'agriculture africaine se développe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les Africains soient toujours des consommateurs qui achètent les produits manufacturés, industrialisés venant d'Europe. Donc c'est une volonté politique, effectivement, de l'Union africaine, des États africains, à rebattre les cartes et à dire voilà ce que nous voulons pour l'agriculture. Sinon, ce qui intéresse effectivement les pays occidentaux, c'est que tant que les pays africains vont toujours tendre la main pour recevoir l'aide alimentaire, pour question de sécurité alimentaire, pour développer ceci à un niveau effectivement basique, ça intéresse les Européens qui vont déverser leur surplus sur l'Afrique. Merci messieurs, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. C'est un mariage éclair qui restera marqué dans l'histoire politique en Afrique du Sud. Mardi 28 janvier, l'Alliance démocratique avait scellé un pacte avec le parti Ageng. L'objectif était de battre l'ANC, le parti au pouvoir, lors des prochaines élections. Mais après une semaine, cet accord est déjà rompu. Échec dans les négociations entre le gouvernement béninois et les syndicats. Au centre des discussions ce lundi, la série de grèves dans l'administration publique. Les fonctionnaires revendiquent notamment le respect des libertés fondamentale. Stéphane Corridon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.